À la fin de la séance, la fille derrière moi a dit qu'il y avait trop de scènes intimes. En vrai, ça va, il y en avait moins de 25. Pauvre créature. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, c'est tranquille, après on va tout spoiler. Pauvre créature est l'histoire de Bella Baxter, un enfant qui vit dans le corps d'une femme adulte et qui grandit progressivement lors du film. On va suivre l'histoire de cette femme qui essaie de grandir libre dans un monde où tout le monde veut la contrôler. Pauvre créature est le nouveau film de Yorgos Lanthimos que personnellement j'aime beaucoup. Je vous conseille forcément de voir La Favorite ou même de Lobster. Je n'ai pas encore vu Killing of the Sacred Deer, mais apparemment il est excellent aussi. C'est l'un des films favoris aux Oscars, que ce soit en meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur film. Il a déjà gagné plein de récompenses à droite à gauche, mais c'est l'un des gros favoris aussi. C'est toujours comme ça en France, on a les sorties des favoris aux Oscars en janvier-février, et celui-ci en fait clairement partie. Je suis allé donc voir le film hier en avant-première, le mardi soir, et la salle était pleine, la plus grande salle de mon cinéma, ce qui fait vraiment plaisir, parce que ça reste un film de niche, mine de rien, ça reste un film plus ou moins indépendant, même si le budget est assez costaud, 35 millions, ça reste un film très artsy, entre guillemets, qui raconte quand même l'histoire, comme je vous l'ai dit, d'un enfant dans le corps d'un adulte, d'un savant fou qu'il a créé et qui l'élève. Mais en même temps, il y a une histoire d'aventure, d'amour, et c'est fondamentalement une comédie dramatique. Et du coup, j'ai envie de commencer avec un truc hyper intéressant dans le film, c'est la direction artistique de celui-ci. Vu que c'est un savant fou défiguré interprété par Willem Dafoe qui a créé donc cette jeune femme, il a aussi d'autres créations. Il a par exemple des chiens poulets, il a des oies chiens aussi, beaucoup de mélanges avec des chiens, mais grosso modo, il y a plein de créatures étranges et plein de machineries bizarres dans son environnement, dans sa belle maison qu'il a là, et ça va aller de pair avec un peu les thématiques de l'œuvre, avec cet homme créateur qui s'appelle d'ailleurs Dieu. J'aime beaucoup déjà la direction artistique sur les déformations, sur les créatures, parce que ça va droit au but dans la thématique du rêve, de l'enfance. Il y a ce côté philosophique sur la science, on en parlera surtout en spoiler, mais ça se ressent dans tout. Les décors sont tous un petit peu ondulés, que ce soit en extérieur ou en intérieur, c'est-à-dire que les villes, il y aura souvent des coupoles, où il y aura aucun mur qui est droit, mais toujours arrondi et plein de formes comme ça. Les intérieurs sont tous surdécorés, mais avec beaucoup d'espace pour se déplacer, ce qui est intéressant et ce qui est en parallèle avec une scène à la fin du film. Donc il y aura toujours un grand espace comme au théâtre où ils peuvent se déplacer. Par contre, les meubles, il y aura plein d'objets dessus, il y aura plein de tableaux, ça sera vraiment surdécoré. Les couleurs seront très vives, il y a un côté pastel, et il y a des peintures en arrière-plan à chaque fois. Alors je sais pas s'ils ont utilisé vraiment des peintures ou des fonds verts, mais c'est vrai que tu ressens vraiment les décors qui ont été construits, que ce soit en intérieur ou extérieur. Mais c'est surtout qu'il y a un côté où le ciel, on dirait vraiment des coups de peinture fait à la main plus qu'autre chose. Donc il y a vraiment ce côté très saturé, très rond, très rêveur. T'as l'impression vraiment de faire un rêve et c'est le but de l'œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ces espaces seront toujours sur-designés en soi, il y aura toujours beaucoup d'espace pour que les personnages se baladent, parce que l'objectif c'est aussi qu'ils vivent, qu'ils s'aventurent, et l'emplacement des personnages dans la pièce en soi est important par rapport à leurs objectifs, par rapport à qui ils sont, et ça renforce justement le côté aventure, surtout quand ils vont dans différentes villes. Et l'inverse marche aussi, lorsque ça sera un peu plus claustro dans l'environnement aussi, ça va beaucoup signifier pour les personnages. Je parle de certaines chambres fermées à certains moments, ou même certaines villes qui seront juste un petit rond-point plus qu'autre chose. Il y a des détails dans tout, les costumes de Bella par exemple qui ont des couleurs différentes à chaque fois pour montrer son innocence, sa confiance en soi, sa confusion, l'emprise qu'ont les gens sur elle. Même pour les costumes, il y a un côté arrondi, que ce soit au niveau des épaules, et à chaque fois il y aura une vraie signification par rapport à l'état psychologique des personnages. Mais c'est surtout Bella qui change beaucoup de costumes, de couleurs, ça va beaucoup en dire sur la scène et sur qui elle est. Elle va se sentir plus libérée, plus prisonnière, plus dénudée à certains moments, plus confiante par rapport à qui elle est, bref. En plus, certaines villes seront vraiment féeriques avec justement ces couleurs pastel, sans oublier les cartes des chapitrages qui seront souvent en noir et blanc, sauf à certains moments aussi. C'est important de parler de tout ça parce que c'est vraiment le cœur aussi émotionnel de l'œuvre. La direction artistique, la manière dont les décors sont gérés, les costumes ont tellement une importance capitale dans l'œuvre, sont tellement importantes pour l'évolution des personnages, pour la manière dont ils se comportent, pour qui ils sont, parce que ça reste avant tout une étude de personnages. Alors oui, la musique fait très bien son travail, mais ce qui est le plus marquant, je trouve, c'est la mise en scène. Te montrer ces petits personnages dans ce grand monde, te montrer les gros espaces. C'est pour ça qu'il y a une focale très arrondie qui sont utilisées pour essayer de capter le plus possible du monde, en même temps en mettant le personnage au milieu, comme s'il découvre le monde. T'as sentiment le personnage est au milieu et t'as le monde qui arrondit autour. Ça joue avec ça pas mal de fois où il y a un côté plus voyeuriste qui a lieu par rapport à des choses que les personnages devraient pas faire, et t'as l'impression de regarder les personnages à travers un trou de serrure. Les personnages sont souvent loin, sauf justement quand il y a ces moments émouvants et ce changement de dynamique où là ils sont gros plan. L'objectif c'est de t'emporter dans l'ambiance, dans le rêve, dans le grotesque, et que t'acceptes ce féerique parfois un peu défiguré et déformé, mais que tu comprennes c'est quoi le but de l'histoire. Et la réalisation est vraiment
travaillé pour ça, et chaque choix est mesuré et calculé, et on te montre exactement ce qu'il faut te montrer pour les séquences en question. Il y a des idées constamment visuelles, et l'objectif c'est de te rendre un peu mal à l'aise. Donc c'est ça qui est fort, c'est que tu as ces magnifiques plans qui sont là durant tout le film, qui sont extrêmement généreux dans les couleurs, dans les thématiques, dans l'ambiance, et en même temps il te faut ressentir des sentiments tellement divers et différents. Il y aura des moments où tu seras ému, il y aura des moments où tu seras gêné, il y aura des moments où tu seras heureux, il y aura des moments où tu vas trouver ça drôle, et le montage marche bien. Je trouve que le montage est vraiment réussi pour créer de l'humour, surtout par rapport au sexe, qui est un truc qui est rarement fait au cinéma. Le sexe est souvent montré de manière très négative, ou alors l'objectif est pas vraiment l'excitation, mais là c'est une femme qui découvre le sexe, et justement la manière dont le montage est fait, ça crée et l'humour, et parfois du drame par rapport au sexe. Et oui, je préviens, c'était pas une blague en introduction. Quand je dis qu'il y a beaucoup de scènes de sexe, c'est qu'il y en a au moins une bonne vingtaine, je rigole même pas. Mais c'est le but du film, c'est un enfant, et c'est important le terme enfant, qui découvre son corps. Et c'est en lien direct avec plein de thématiques que je vais évoquer en spoiler. Mais oui, le film est super dynamique, j'ai pas vu les 2h20 passer, honnêtement j'en voulais plus à la fin, tellement j'ai adoré ce monde, tellement j'étais immergé, tellement j'ai adoré les couleurs, et tellement j'avais envie d'explorer encore plus cet univers. C'est vrai qu'en termes de rythme, il y a une petite séquence qui fait un petit peu tâche, non pas en termes de défaut en soi, mais c'est juste que lorsque tu arrives dans une certaine ville, une ville française d'ailleurs, tu sais pas trop où va l'histoire, et t'as l'impression qu'il y a un petit temps mort, mais c'est faux. Tu comprends après c'était quoi le but de cette intrigue, mais c'est vrai que lorsque tu la regardes, le rythme est tellement différent du reste que tu sais pas dans quelle direction va aller l'histoire, et ça surprend pas mal. Et je pense que pas mal de personnes vont dire ouais, il y a une coupure de rythme et tout. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre pourquoi en termes de visionnage, surtout le premier, il y a cette coupure qui peut s'afficher. Mais lorsque vous avez fini le film, vous comprenez tellement l'intérêt de la séquence et ça dérange pas du tout. Mais c'est ça qui est fort, c'est le côté comédie, dramatique, noir à certains moments, mélangé à cette ambiance très sexuelle et sexualisée qui est importante. Sexe qui est toujours utile et important. L'émotion que vous ressentez à certaines séquences du film, surtout à la fin, je dirais. L'équilibre entre rire, larmes, frustration, mais surtout l'odyssée dans laquelle vous êtes embarqué. Et vu que c'est une aventure, et vu que le personnage principal grandit, vous êtes embarqué dans un truc absolument formidable. Parce que c'est ça les thématiques de l'œuvre, c'est grandir, se développer, se cultiver, développer son corps, apprendre à connaître son corps aussi. Il y a un côté philosophique, politique, qu'on évoquera un peu plus en spoiler, mais aussi par rapport aux mœurs de la société. Il y a une phrase qui revient souvent dans le film par rapport à la société qui écrase un peu les gens. L'une des thématiques les plus importantes, c'est la domination, c'est la liberté, c'est l'emprise qu'ont les gens. Mais l'objectif, c'est de déconstruire la société, de déconstruire un peu le sentiment humain, l'appartenance du corps de la femme. Tout ça dans une vraie étude de personnage. Et ça se ressent dans tous les points de vue, que ce soit dans l'acting. Emma Stone, bah oui, elle va sûrement chercher son prochain Oscar. La compétition avec Lily Gladstone sera vraiment compliquée. Les deux méritent clairement de gagner. Il y a un rôle un peu plus subtil, c'est celui de Lily Gladstone, et un rôle un peu plus extravagant, un peu plus choquant, peut-être limite, qui est Emma Stone. Je peux comprendre pourquoi les deux pourraient gagner. Ça va être une vraie course hyper intéressante. Mais les deux ont proposé des performances incroyables. Et là, Emma Stone est vraiment formidable. Potentiellement son meilleur rôle, j'ai envie de vous dire. L'évolution qu'elle a dans le film, son dialecte qui évolue aussi en même temps. Et ça qui est intéressant, c'est que le dialogue de manière générale est très victorien, très poétique. Et lorsque les personnages sont à bout psychologiquement, lorsqu'ils sortent un peu de la société en soi, leur langage change. Ils disent beaucoup de gros mots, ils parlent de manière très méchante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement la société qui encadre tous ces gens-là. L'emprise qu'ont les hommes sur les femmes et surtout qu'a la société sur les hommes et les femmes en même temps. Donc franchement, il est absolument formidable. Je serais pas du tout surpris si elle gagne l'Oscar. Mais Willem Dafoe est touchant, mais à la fois déroutant. On en parle après. Rami Youssef, que moi je connaissais qu'en tant que stand-upper, et je sais qu'il a sa propre série qui apparemment est très bien, que j'ai pas encore vue. Et il fait un très bon travail aussi pour le coup. Et Mark Ruffalo, bah oui, lorsqu'il est pas dans le MCU, le gars est excellent quoi. Le gars fait rire, le gars est drôle, le gars est menaçant, le gars est parfait. Il est ridicule à la fois. Franchement, après Emma Stone, le gars m'a fait kiffer de fou quoi. Puis l'alchimie de dingue qu'ont tous les personnages, c'est fantastique. Leurs interactions sont toutes géniales. Ils ont tous un développement qui est parfait. T'y crois à fond. Je dirais pas qu'il y a des scènes mémorables en soi, parce que tout le film est mémorable. C'est rare que je vois un film comme ça, qui est tellement visuellement prenant qu'en sortant de ma séance, je m'en rappelle de A à Z. Je peux vraiment vous réciter le film de séquence en séquence, tellement les séquences sont puissantes et marquantes et s'enchaînent tellement bien. Après, c'est aussi bien divisé, faut être honnête, par chapitre, donc ça aide. Mais franchement, le film est clairement mémorable, visuellement, dans l'esthétique, dans l'acting, dans tout, en fait. T'es clairement hypnotisé durant tout le film. Et pour conclure, bah oui, Pauvre créature, pour moi, c'est le premier chef-d'œuvre de l'année 2024. Un film qui a des thématiques profondes, qui donne envie de rêver, dans des décors qui sont fabuleux, fantastiques. Ils ont, je pense, tout fait de base. Ils ont rien du tourné en extérieur, mais ça crée une odyssée d'un personnage qui est fabuleuse et franchement impossible de pas s'en rappeler, quoi. T'es tellement immergé dans les détails, dans l'acting, dans la réal. Chaque plan, tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et après, tu comprends. T'essaies de comprendre pourquoi le costume est jaune cette fois-ci et pas bleu ou vert ou blanc. Il y a tellement de détails, il y a pas mal de subtilités. Franchement, il y a tout qui fonctionne. Alors, j'ai pas vu toute sa filmographie de Yorgos Lanthimos, mais là, c'est son petit chef-d'œuvre aussi, quoi. Et quand je pense aux Oscars, aux films qui vont être en compétition, mais quelle année de malade, quoi. Donc, Pauvre créature, je pense que c'est un film qui peut être assez universel. Ça reste un film indépendant, assez artistique. Si vous avez l'habitude de voir des Marvel ou des choses comme ça, c'est vrai que ça va un peu choquer peut-être. Mais pour les gens qui aiment vraiment le bon
bon cinéma, qui aime vraiment découvrir des choses un peu différentes. Je pense que Poor Things deviendra culte, va faire face au temps et franchement il sera dans le top de tous les Français qui l'ont vu cette année quoi. Pour moi c'est presque impossible de pas comprendre le talent derrière ce film quoi. Sans mépris encore une fois et sans jugement, pour moi c'est le premier chef-d'œuvre de l'année et sans exagération. C'est un vrai bijou et je ne peux que vous le conseiller. Puis la fin est magnifique et le film en soi, j'ai adoré. Foncez. Maintenant on va passer en spoiler. Est-ce que vous vous rappelez du générique du début où c'est grosso modo des matelas ou des couettes où tu vois des figures et des formes et à la fin c'est quasiment les mêmes formes mais colorées en relief. C'est typiquement ça que j'aime dans le film. Pareil pour les chapitrages, ils sont tous en noir et blanc qui montrent Bella d'une manière assez triste et déprimante, mais le dernier chapitrage où elle devient elle-même, elle devient une femme, elle devient une adulte en soi, il est en couleur si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être pas en couleur mais au moins elle est debout, elle domine. Pareil pour les décors, dans tous les décors où elle est, c'est surdécoré mais coloré et beau et il y a beaucoup d'espace pour marcher. Par contre à la fin, lorsqu'elle est prisonnière du méchant, il n'y a quasiment pas de décoration, c'est très froid, c'est souvent des couloirs, elle n'a pas beaucoup de place pour naviguer. Le seul moment où elle a de la place pour naviguer, c'est la table et le dîner qu'ils ont ensemble, mais la caméra tourne autour des deux. Il y a comme ce côté très claustrophobique, ou même dans la grandeur de la salle, t'as l'impression qu'elle est coincée dans un truc où elle sait pas comment s'en sortir, et j'adore ce genre de choix à chaque fois quoi. Parce que c'est l'histoire du film. Bella, tout le monde veut exercer un contrôle sur elle, tout le monde veut la dominer, la maîtriser. Et quand je dis tout le monde, c'est les hommes évidemment. Mais ils veulent tous la dominer évidemment à différents degrés. D'abord, elle a un père qui, tu penses, l'aime en tant que figure paternelle uniquement, ce qui est un peu vrai aussi, mais il a comme une phrase dans le film où il dit qu'il peut pas la baiser. C'est ce qu'il dit, littéralement. Donc en vrai, même s'il l'aime à la base, il pensait la baiser aussi, quoi. Je dis baiser parce que c'est le terme qu'il utilise dans le film. T'as un homme qui est prêt à la soumettre à un contrat extrêmement violent juste pour pouvoir la marier. Et rappelez-vous, à ce stade-là, c'est encore une enfant dans un corps de femme. Rendez-vous compte de ça. T'as un homme qui l'aime juste pour le côté sexuel, évidemment, Mark Ruffalo, son personnage, mais qui tombe amoureux d'elle, ce qui est assez drôle parce qu'au début, c'est lui qui lui dit de pas tomber amoureux de lui, et c'est lui qui tombe amoureux d'elle, et ça montre un peu l'obsession qu'ont certains hommes dans un couple de vouloir dominer la femme, et ils sont carrément toxiques, ils font de la manipulation émotionnelle, et au final c'est ça le but de l'histoire, c'est qu'elle fait face à tous ces hommes, et elle fait sa propre vie, elle se libère au fur et à mesure. Tout le monde l'aime pour son physique, et personne l'aime pour qui elle est réellement, sauf quelques amis qui se fait dans le film, mais parce qu'elle découvre un peu la philosophie, elle découvre la culture, elle veut devenir médecin à la fin. Les hommes au début la veulent globalement que pour du sexe, même si au fur et à mesure ils commencent à l'apprécier quand elle devient une femme, mais c'est parce qu'elle elle s'est affirmée, parce qu'elle est devenue une vraie femme elle-même avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se découvre elle-même via le regard des autres. Elle n'a pas vraiment été élevée. Elle a un côté très primal. Si le sexe lui fait du bien, elle va coucher. Si elle veut manger, elle va manger. Et s'en fout. Elle a un côté très primal. C'est pour ça qu'il parle beaucoup d'animaux dans le film. C'est pour ça qu'il y a ce parallèle qui descend entre les humains et les animaux constamment. Mais ce côté primal est en contradiction avec la société. Et justement, tout ce qu'elle vit, c'est par rapport au regard de la société et d'autres personnes sur elle. Et lorsqu'elle commence à être un peu acceptée sur ce fameux navire, c'est là qu'elle commence à accepter qui elle est aussi. Et elle voit que notre solution à la société. Et c'est là qu'elle découvre la société, la pauvreté et tout. C'est là qu'elle découvre le socialisme. Elle est très libre en soi parce qu'elle connaît pas les mœurs actuelles. Parce qu'à la base, on l'a enfermée dans une maison pour qu'elle vive toute sa vie en isolation. Donc elle remet un peu en question les codes de la société parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour son bonheur à elle. Quitte à se prostituer, quitte à larguer des hommes, elle fait tout ce qui la rend heureuse sans jugement. Il y a une vraie liberté et une beauté à ça aussi. Parce que justement, elle apprend à être elle-même grâce à la philosophie, grâce à la politique, grâce à sa confiance en elle qui est assez primale aussi. Il y a plein de gens dans la vie qui n'ont pas de confiance en eux parce que la société les presse un petit peu. Et elle, vu qu'elle a pas cette société en elle, elle est très libre. Elle n'est pas toujours heureuse, mais la manière dont elle a grandi et elle s'est cultivée la rend très libre et intelligente. C'est pour ça qu'elle passe d'un animal, entre guillemets, qui aime le sexe et la bouffe, à un vrai humain qui comprend la compassion, qui se pose des questions existentielles, qui devient une vraie personne en soi. D'une certaine manière, elle se libère du regard des hommes et du regard de la société pour devenir une vraie femme mature, qui arrive à avoir des vraies relations, qui impactent justement les hommes autour d'elle d'un point de vue positif. Cette femme libérée a un impact positif sur tous les hommes autour d'elle au final, sauf ceux qui étaient vraiment méchants avec elle. Mark Ruffalo, c'est le patriarcat, c'est l'ego, c'est la domination, le gars est narcissique et au final, il tombe amoureux de quelque chose qu'il n'est pas, libre en fait. Ce narcissisme le ronge et devient l'ombre de lui-même. Et il est puni pour la manière dont il voulait exercer un contrôle sur une autre femme. Pareil pour le personnage de Rami Youssef. Lui au début il voulait contrôler cette femme via un contrat, donc c'est un peu plus cultivé entre guillemets, puis il est scientifique, médecin, je sais pas quoi. Mais à la base il a une fascination morbide plus que de l'amour. Et lui aussi il accepte un peu le passé de la femme parce qu'il découvre un peu l'amour honnête. Et j'aime beaucoup l'honnêteté qu'ils ont dans les dialogues. Il y a une phrase qui dit, qui est je pense symbole de beaucoup d'hommes dans les relations, c'est qu'il dit qu'il était jaloux de la liberté qu'elle avait parce qu'il voulait exercer un contrôle sur elle. Mais d'un autre côté, il est content qu'elle soit libre. Et c'est sa jalousie qui lui faisait du mal, plutôt le contrôle qu'il voulait avoir sur elle. Sauf que la jalousie de certains hommes exerce du coup un contrôle sur les femmes. Et c'est là que lui se libère un petit peu. Et c'est pareil pour le personnage de Willem Dafoe, qui lui a toujours eu des problèmes. Premièrement, son père l'a maltraité, lui a fait beaucoup de mal, c'était une expérience scientifique. C'était pas son fils. Et lui, il fait la même chose. Il crée une femme, pas pour avoir un enfant, mais pour la science. Mais au fur et à mesure du film, il développe un instinct paternel qui est vrai. Et vous remarquez que plus tu avances dans le film, plus il
méprise son père. Au début, il lui parle avec beaucoup de respect et à la fin, il lui dit littéralement fuck him. Parce que justement, il comprend enfin ce que c'est un père, de se sacrifier pour voir ses enfants. Lui, il s'est fait contrôler par son père, donc le contrôle des hommes impacte aussi les hommes. Et il répétait ce que son père lui faisait, mais au fait, c'était pas la bonne solution. Il est vraiment heureux et se sent vraiment comme un vrai père lorsqu'il libère aussi son enfant. Et c'est une excuse qu'il donnait constamment pour pas avoir d'émotion, c'est la science. Mais en fait, non. C'est juste que son père l'a élevé comme ça, c'est pas une question de science. Il y a ce contrôle sociétal qui s'est fait sur lui. Il a toujours l'excuse de la science, mais c'est pas la science en soi. C'est le patriarcat et son père qui lui a imposé ça. Mais quand vous regardez les séquences de science, surtout, il y a que des hommes. Avant, les hommes étaient les seuls à faire de la science. Et du coup, la science est un autre moyen de contrôler les gens. Et au final, il se rend compte que c'est pas ça la réalité. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui devient très touchant à la fin. Donc j'ai adoré le film, honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. Je pense qu'il y a plein de points de vue à avoir sur le film. Il faudrait que je le revoie pour encore mieux analyser le film. Mais j'ai envie d'avoir votre analyse aussi dans les commentaires et votre avis sur le film. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.